Eh bien bonjour, merci d'être venus si nombreux. Donc oui, effectivement, je vais parler un peu d'astrophysique. Alors, contrairement à certains de mes collègues, je ne veux pas parler du domaine dans lequel je travaille, même si je vais travailler dans quelque chose qui a attrait un petit peu à l'astrophysique, parce que je travaille sur des molécules qui ont un intérêt pour l'astrophysique. Ici, je vais parler plus généralement de l'astrophysique. Et donc dans ce cadre des 150 ans de la SFP. Donc 150 ans, ça paraît, c'est assez long hein, sur une vie humaine. On va voir que sur l'échelle effectivement de l'univers, ça ne représente pas grand-chose, voire même rien du tout. Alors, eh bien, on va commencer par l'univers en quelques chiffres. Par exemple, l'univers, c'est quoi? C'est 10 millions de superamas de galaxies. Donc des superamas de galaxies, c'est des galaxies qui sont regroupées en amas, et ces amas sont regroupés ensemble, et ça fait des superamas de galaxies. Donc on en compte à peu près 10 millions. 10 millions, c'est quand même pas mal. Mais donc ces 10 millions de superamas, ça fait 25 milliards d'amas de galaxies. Il va falloir, dans cette conférence, un petit peu être habitué aux chiffres gigantesques, parce que l'univers, en fait, est vraiment gigantesque. Ça fait 350 milliards de galaxies. Donc 30 000 milliards d'étoiles. Pour le fun, j'ai écrit le nombre ici. D'accord, je ne compterai pas les zéros devant vous, hein, mais il y en a beaucoup. Et nous, qu'est-ce qu'on connaît de cet univers? Eh bien, on ne connaît pas grand-chose. On connaît ce qu'on observe, bien évidemment, mais l'univers observable, c'est à peu près 15 milliards d'années-lumière, 14 milliards d'années-lumière. Et une année-lumière, ça représente la distance que met un photon, la lumière, pour le voyager, pour le faire pendant un an. D'accord? Et si on le traduit en kilomètres, c'est cette valeur-là. À savoir, la sonde la plus lointaine envoyée par l'homme dans l'espace, c'est Voyager 1. Elle a parcouru l'équivalent de 0,002351 années-lumière. Donc, autrement dit, elle est partie dans les années 70. Hein, autrement dit, de l'univers, nous ne connaissons rien. En réalité, elle n'est même pas sortie encore du système solaire. D'accord? Elle est juste en train d'arriver à la limite et elle va rentrer dans le milieu interstellaire, ce qu'on appelle le milieu interstellaire, mais c'est quand même la banlieue très proche du système solaire. Mais donc voilà, en termes de sonde, en termes d'objets humains, on ne connaît vraiment rien de l'univers. Ici sur la droite, une petite représentation de ce qu'est l'univers observable. Alors je dis l'univers observable hein, parce que c'est l'univers qu'on est capable d'observer, de voir, c'est-à-dire qui est suffisamment proche de nous pour que les photons de cet univers puissent nous parvenir et qu'on puisse observer, soit avec nos yeux, soit avec des instruments, on va avoir différents instruments. Donc ici c'est l'univers, on a mis le soleil au centre, hein. Non pas qu'on retourne dans un modèle héliocentriste où le soleil serait au centre, pas du tout, mais c'est une façon un petit peu de se représenter. L'échelle utilisée est assez spéciale, on utilise une échelle logarithmique pour pouvoir justement se représenter ces grandes distances et en même temps donner de l'importance à ce qu'on connaît le mieux, c'est-à-dire au système solaire. Et donc en faisant ça, on a le soleil ici au milieu, on voit que très rapidement, dans la banlieue du système solaire, il y a les planètes, hein, les 8 planètes du système solaire, avec évidemment leurs satellites. Alors je crois que j'ai encore plus gros, oui, voilà. Les plus gros, et j'ai même des légendes avec le soleil, les planètes, et ici, très rapidement, on arrive aux étoiles les plus proches, d'accord, de notre Voie lactée, donc de notre propre galaxie. En bordure ici, on voit que c'est la Voie lactée, donc il y a quand même une distance beaucoup plus importante à parcourir, et on continue de s'éloigner, on arrive aux premières galaxies les plus proches de nous, galaxies qui sont généralement satellites de la nôtre. Donc les plus connus dans l'hémisphère sud, ceux qui connaissent un peu, on a les nuages de Magellan, qui sont des galaxies satellites à la nôtre. On a aussi des galaxies comme Andromède M31, qui n'est pas trop loin non plus, qui d'ailleurs fonce sur nous à une vitesse vertigineuse. Si on continue de s'éloigner dans l'univers, on arrive à quelque chose qui s'appelle le réseau des structures à grande échelle. Donc là, on n'a plus de galaxies, on se retrouve face à des structures très grandes, à grande échelle, comme son nom l'indique. Hein. Et si on continue, on arrive au fond, le fond diffus cosmologique. Alors, qu'est-ce que le fond diffus cosmologique? On va le voir dans cette présentation. Mais le fond diffus cosmologique, c'est un petit peu ce qu'on peut voir le plus loin, c'est la première image qu'on a de l'univers. D'accord? On va comprendre pourquoi cet univers, on
peut en avoir qu'une image à ses débuts, qu'on ne pourrait pas, par exemple, avoir une photo du Big Bang. Une question qui a un paradoxe assez célèbre, et on va y répondre plus tard. Je vais vous laisser mariner avec cette question, et on y répondra plus tard dans la conférence. Pourquoi le ciel nocturne est-il noir? C'est vrai que derrière cette question un peu simpliste, on peut légitimement se poser la question, pourquoi le ciel est noir? Et des gens avant nous se la sont posés, hein, ça s'appelle le paradoxe d'Olbert-Chazeau, qui m'en ont parlé. Alors, le paradoxe, c'est si on suppose l'univers qui est infini, qui contient une infinité d'étoiles qui sont réparties de façon uniforme, alors chaque direction d'observation devrait aboutir à la surface d'une étoile. C'est-à-dire que partout où on regarde, je regarde en direction d'une étoile, techniquement. Mais alors, du coup, dans l'hypothèse où toutes les directions d'observation vont intercepter la surface d'une étoile, le ciel nocturne devrait, lui, également, être aussi brillant qu'une étoile. D'accord? Et ça pose un problème. C'est parce que nous, quand on regarde le ciel, c'est pas le cas, en fait. On a un ciel... bon, je parle pas du ciel des grandes villes. Hein, si on est à Paris, quoi que ce soit, effectivement, on pourrait se dire, le ciel, il n'est pas noir. Hein. Et certaines personnes d'ailleurs ne connaissent absolument pas le ciel noir, mais si on va en campagne, on peut voir un ciel très très sombre, et encore mieux si on va dans des régions très reculées, dans le Morvan, ou encore plus loin, dans le désert du Chili, on peut avoir des cieux qui sont magnifiques. Alors, une petite représentation de ce que j'expliquais, donc voilà, on imagine un ciel uniformément rempli d'étoiles, et bien, normalement, on devrait avoir un ciel de la brillance d'une étoile moyenne. Voilà. Or, c'est pas le cas. Donc, on va essayer on verra tout à l'heure pourquoi. Mais on va commencer avec un peu d'histoire. Donc, on va faire un petit voyage. D'abord, avant de voyager au niveau des distances, on va voyager au niveau du temps. De toute façon, l'espace et le temps sont liés. Hein, ça tombe bien. Donc, on va essayer de comprendre le cheminement de la cosmologie moderne. Donc, déjà, c'est quoi la cosmologie? Qu'est-ce que la cosmologie? Cosmologie, si on regarde la définition de dictionnaire Larousse, c'est un nom féminin, science qui étudie la structure, l'origine et l'évolution de l'univers, considéré dans son ensemble. Voilà. Alors, la cosmologie, on se doute bien qu'elle n'a pas toujours été la même, d'accord? Notamment la cosmologie antique. Bon, on avait connaissance très rapidement de la Terre. Il y a très longtemps, Eratosthène a mesuré à quel point la Terre était ronde. Donc, des fois, on entend dire au Moyen-Âge, les gens pensaient que la Terre était plate. Non, non, ça, c'est des idées reçues. Complètement faux. Le fait que la Terre soit ronde, on le sait depuis très longtemps. Par contre, à l'époque, on avait une représentation géocentriste. D'accord? La Terre était ronde et en plus, elle avait le bon goût de se trouver au milieu de l'univers. C'est pratique, mais c'était faux. La cosmologie au Moyen-Âge, on est toujours dans une représentation géocentriste, ça ne change pas, ça va perdurer quand même un bon moment. Mais également, on pensait que l'univers était immuable, que les phénomènes célestes qu'on observait dans le ciel étaient de nature atmosphérique. Par exemple, les comètes, c'est quelque chose qui a existé de tout âge. D'ailleurs, on a des relevés très précis d'observations par les Chinois dans des temps très, très anciens, d'observations de comètes. Notamment la comète de Haller, on arrive à la tracer sur de nombreux passages. Ben voilà, les gens au Moyen-Âge pensaient que ce genre de choses, c'était des manifestations atmosphériques. Ensuite, il y a eu une petite révolution, la cosmologie copernicienne. Alors ici, c'est une révolution, pourquoi? Parce qu'on s'est dit, Copernic s'est dit, peut-être que la Terre, en fait, c'est pas le centre de l'univers. Si on met le Soleil, ça simplifie quand même drôlement ce qu'on voit, ce qu'on observe, notamment le balai des planètes, parce que vous savez qu'on a 5 planètes qui sont observables à l'œil nu, et on peut les voir facilement de jour en jour se déplacer sur la voûte céleste. Or, il s'avère qu'elles se déplacent, et puis des fois elles font des demi-tours. Et ça, c'est très difficilement explicable quand on met la Terre au centre de l'univers, on l'explique difficilement. Alors que quand tout de suite on se trouve nous, être une planète qui tourne autour du Soleil, là on l'explique plutôt facilement. Ensuite, il y a eu la cosmologie newtonienne. Donc Newton va révolutionner aussi, de par ses lois de la gravitation, il va révolutionner la cosmologie. On va être capable de calculer
des mouvements de planètes, de prédire surtout, avec les lois de Kepler et compagnie. Et puis on arrive à aujourd'hui la cosmologie moderne. Voilà. Alors, Einstein, la cosmologie moderne, elle va commencer avec lui en 1915, où il va publier sa théorie de la relativité générale. Alors bon, pour s'amuser, j'ai écrit un petit peu comme ça, j'ai marqué cette équation. Cette équation, on n'est pas là pour la comprendre, mais c'est pour vous dire que voilà, cette équation, elle régit un petit peu l'univers, selon Einstein. C'est-à-dire que d'un côté, on va avoir la courbure de l'espace-temps, donc le local de l'espace-temps, qui va être égale de l'autre côté à de l'énergie, densité énergie-matière. Donc voilà, cette équation est très belle, elle est visuellement comme ça, très très simple, mais le problème, c'est qu'elle prévoit un univers en expansion. Or, Einstein vit à une époque où lui-même et d'autres de ses contemporains pensent que l'univers ne peut pas être en expansion. Et ça lui pose un énorme souci, et du coup, il va ajouter ce qu'on appelle la constante cosmologique, en disant, voilà, je mets ce terme-là qui compense cette expansion, c'est très bien. Je retrouve un univers qui est stationnaire, moi ça me plaît. Voilà. Sauf que, comme il le dira plus tard, c'est la plus grande bêtise de sa vie, d'avoir ajouté cette constante. Après, on va voir que c'est pas aussi simple. Mais bon, il a compris quand même que l'univers était en expansion, mais on va voir que cette constante revient quand même, renaître ses cendres. Il y a eu également Georges Lemaitre, en 1927, qui était un abbé, qui, lui, va être un des premiers à réellement bien comprendre et à utiliser les équations de la relativité générale. Et il va avoir l'idée d'un atome primitif. Alors, quand je dis atome, il faut vraiment s'imaginer dans le concept. Un atome primitif qui, à partir de la relativité générale, va créer tout l'univers. Donc c'était comme une sorte de noyau atomique comportant tous les noyaux, tous les nucléons qui existent de l'univers, et qui a créé l'univers. D'accord ? Donc évidemment, ce genre de pensée, c'est quand même assez obsolète de nos jours, mais ça pose quand même les bases de la cosmologie moderne. C'est-à-dire qu'on part de quelque chose qui est tout petit, qui va ensemencer l'univers, qui va créer l'univers. En 1929, il y a eu la mise en évidence par Edwin Hubble de l'expansion de l'univers. Alors j'en ai parlé tout à l'heure, et ça a été vraiment un des fondements de la cosmologie moderne, l'expansion de l'univers. Parce qu'en fait, en observant des galaxies, il s'est rendu compte que les galaxies s'éloignaient de nous. Et que plus les galaxies sont lointaines, plus elles s'éloignent rapidement de nous. D'accord ? Et bien donc, il s'est dit, on va faire machine arrière. Et en faisant machine arrière, il rapproche les galaxies, jusqu'à un point. D'accord ? Et donc là, c'est vraiment, on se dit, bah oui, on retombe sur l'idée de Georges Lemaitre, de l'atome primitif. Il y a eu un départ, il y a eu quelque chose où on commence avec un seul point. Et donc, Hubble, il est très célèbre, non pas seulement pour le télescope qui porte son nom, qui continue de faire de belles photos, mais également donc, pour avoir découvert cette expansion et avoir trouvé une loi qui est toute simple, une autre équation mais encore plus simple, qui fait apparaître une constante, qui est la constante de Hubble. Voilà. Et cette constante, c'est elle qui va définir un petit peu ce taux d'expansion de l'univers. Aujourd'hui, les mesures qu'on fait sur les galaxies, donc les mesures directes qu'on va faire sur les galaxies, on en observe beaucoup des galaxies, eh bien elles donnent une valeur de 73,04 à plus ou moins 1 km par seconde par mégaparsec. Mégaparsec, c'est une unité de distance. On ne rentre pas dans les détails, mais voilà. On retient cette valeur, de toute façon je vais la afficher tout à l'heure, parce qu'on va voir que ça c'est à l'origine aussi d'une des crises actuelles de la cosmologie. Donc voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes, l'univers est en expansion et tout. Bon, malheureusement, certaines personnes ne sont pas vraiment très d'accord. Et notamment dans les années 50, un certain Fred Hoyle, lui, défend l'univers stationnaire et il est contre l'expansion. Et donc pour tourner en dérision cette histoire d'atome primitif ou de commencement, il va dire qu'il y a eu un Big Bang. Donc c'était vraiment pour tourner en dérision un petit peu cette théorie. Je pense qu'il était à 10 lieues de savoir que ce mot Big Bang resterait dans les annales jusqu'à la fin. Parce que maintenant on parle de Big Bang pour
expliquer ce début d'univers. Quand je dis début, c'est toujours un petit peu avec des guillemets, on verra aussi pourquoi. On continue dans notre histoire. On arrive en 1965, et alors là c'est une histoire assez sympa. La découverte du fond diffus cosmologique. Alors on va voir ce que c'est le fond diffus cosmologique, mais surtout ça a été découvert par ces deux messieurs, qui s'appellent Penzias et Wilson, et qui vont en fait étudier avec ici ce superbe radiotélescope, qui vont observer la voûte céleste dans un but à l'origine qui était d'étudier les communications par rayonnement micro-ondes entre la Terre et des sortes de ballons satellites. Donc vous voyez, c'est un truc qui n'a rien à voir avec l'astrophysique ou la cosmologie. Et donc voilà, ils travaillent là-dessus et ils sont embêtés parce qu'en fait ils sont perturbés par un bruit. Il y a un bruit récurrent qui est là et ça les perturbe. Donc du coup, en bons techniciens et ingénieurs qui sont, ils nettoient tout ce qu'ils peuvent. Ils vont même jusqu'à nettoyer l'antenne que vous voyez ici de toutes les fientes d'oiseaux qu'il y avait dessus, en espérant pouvoir éliminer ce bruit. Et malgré tous leurs travaux, tout leur acharnement, ils n'arrivent pas à réduire. Et en fait, parce que ce bruit, c'est pas un bruit instrumental, c'est un bruit qui vient réellement de l'univers, et c'est le fond diffus cosmologique, qu'on voit ici, qui a été cartographié depuis, ce fond diffus cosmologique, et qui représente un rayonnement électromagnétique, qui est essentiellement dans le milieu micro-ondes, qui a une température relativement basse. On parle en Kelvin, on dit qu'il vaut à peu près 3 Kelvin, c'est-à-dire moins 270 degrés, donc c'est quand même très froid. Et avec des variations de température très très petites. Ce que vous voyez ici, toutes les petites taches, c'est des variations de température, en fonction de la couleur, c'est des variations de température, mais elles sont vraiment vraiment infimes. Donc en première approximation, on peut vraiment dire qu'on a une température très homogène de 3 Kelvin de partout. Et ça, en fait, eh bien, ça représente l'image la plus ancienne de l'univers qu'on peut avoir. Alors, ce fond diffus cosmologique, voilà, à l'époque où il a été observé en 1965 par Penzias et Wilson pour la première fois, voilà ce qu'ils observent, c'est ça. Alors, ne vous faites pas avoir ici sur ce que vous voyez ici, c'est les poussières de la Voie lactée qui viennent perturber un peu les mesures. On arrive à faire, notamment si vous regardez sur cette carte-là, on arrive par des traitements informatiques à la supprimer, mais des fois on s'est présenté de cette façon-là où on voit le disque de la Voie lactée. Ça, on oublie, mais vous voyez que donc, ce que vous voyez Penzias et Wilson, c'est quelque chose de très homogène, voilà, fond diffus cosmologique en 1965. Ensuite, on a envoyé des télescopes dans l'espace, parce que c'était mieux, on a une meilleure image en envoyant dans l'espace, image entre guillemets, on refroidit un capteur et on va obtenir des informations un peu plus précises. Pardon, je m'embrouille. Hop. Le satellite Kobe qui a fait cette image-là, donc toujours avec le disque ici de la Voie lactée, mais on voit comment ça apparaître des petites inhomogénéités, mais toujours très faibles. Et en 2003, on a WMAP qui va faire cette image-là, des améliorations successives tout au long des années, jusqu'à l'arrivée de Planck, et un détecteur qui est refroidi à 0,1 Kelvin. Alors évidemment, il faut refroidir un détecteur au moins de façon inférieure à la température du fond diffus, parce que sinon on va récupérer que du bruit. Et c'est pour ça que c'est assez compliqué à faire. Il faut avoir un capteur très froid. Et donc, pour la petite histoire, le détecteur qui a été envoyé dans l'espace, c'était le point le plus froid de l'univers. Donc on pouvait dire à cette époque-là que le point le plus froid de l'univers se trouvait en orbite autour de la Terre. Et voilà la photo obtenue par Planck. Donc c'est la photo la plus précise qu'on ait actuellement du fond diffus cosmologique. Donc on voit vraiment plein de petites variations de température, mais très très infimes, qui tournent autour d'une valeur. Et cette valeur, je vais marquer après, de façon précise, là aux alentours des 2,7 Kelvin. Donc si on fait un petit zoom sur une région, on voit qu'avec Kobe on avait ça, WMAP, Planck, donc on retrouve les mêmes structures, sauf qu'on a une résolution qui augmente. Donc c'est super chouette. Et qu'est-ce qu'on fait de cette image de fond diffus cosmologique? Eh bien on fait plein de choses, parce qu'en fait, à côté de ça, les physiciens, les théoriciens, ils ont monté des modèles, ils ont fait des modèles. Eh bien, en utilisant cette image de fond diffus cosmologique et en l'appliquant à un modèle, on est capable de tracer cette belle courbe qui, là, comme ça, n'a l'air de rien, mais en réalité, avec cette courbe-là, on explique tout l'univers. On est capable de dire ce qu'il y a dans l'univers et de quoi est composé l'univers. C'est ce qu'on appelle un spectre de puissance. En fait, il a suffi de compter les petits détails de différentes échelles sur la carte de Planck
pour arriver à construire ça? Eh bien, on est capable, en la comparant avec le modèle, alors c'est quelque chose de compliqué, hein, je simplifie énormément les choses, mais on est capable de relier ce pic à la courbure de l'univers, ce pic-là à la densité de baryon. Le baryon, c'est une sorte de particule, on va voir un petit peu après. Et ce pic-là, par exemple, à la quantité de matière noire qu'on retrouve dans l'univers. Donc c'est quand même quelque chose d'assez fou, hein. À partir de cette image-là, eh bien, on arrive à savoir de quoi est composé l'univers. Donc, voilà, c'est ce que je dis ici. En utilisant un modèle qui s'appelle le modèle lambda CDN, eh bien, on est capable de dire que notre univers contient 68% d'énergie sombre, 27% de matière noire et 5% de matière ordinaire. C'est quand même dommage, en fait, on se rend compte qu'on ne connaît pas grand-chose de notre univers, parce que la matière noire, c'est quelque chose qu'on sait que ça existe, enfin, qu'on a un grand faisceau de preuves sur le fait que ça existe, mais on n'a jamais observé. Et l'énergie sombre, on en sait encore moins de choses dessus. C'est quand même pas de bol. Donc, aujourd'hui, si on regarde les mesures du fond diffus cosmologique, la belle courbe du spectre de puissance, elle est capable également de nous donner une valeur pour la fameuse constante de Hubble. Vous vous souvenez, tout à l'heure, on avait calculé d'une façon complètement dépendante avec les galaxies qui s'éloignent de nous. Et cette fois-ci, on trouve cette valeur-là de Hubble. Alors, un petit rappel, on a ici la courbe des deux façons de calculer la constante de Hubble. D'un côté, on avait, avec les galaxies, avec l'éloignement des galaxies, on trouvait 73,04. De l'autre côté, on trouve 67,4. Alors, ça a l'air de rien, c'est deux valeurs qui sont très proches, mais ça met sur les dents toute la communauté astrophysique actuelle. C'est un problème actuel, parce que plus les données s'affinent, vous voyez qu'au début, hein, on trouvait que les données étaient pareilles, on avait des barres d'erreur assez grandes, et puis on trouvait des valeurs centrées identiques. Mais plus on raffine les valeurs, et plus ça diverge. Et ça ne devrait pas diverger. On devrait trouver une valeur identique, peu importe comment on observe, comment on calcule. Et donc voilà, ça, c'est un problème qui énerve, hein, qui au contraire passionne les astrophysiciens. Et il y a deux clans, le clan des 73 et le clan des 67. Et donc peut-être qu'on saura prochainement qui a raison, ou peut-être qu'aucun d'eux a raison, ou qu'il y a une explication à ça. Ensuite, le Big Bang. Alors, le Big Bang, on va essayer d'expliquer un peu ce que c'est. Tout d'abord, on entend souvent dire ouais, le Big Bang, c'est qu'une théorie. Alors, c'est pas tout à fait vrai. Le Big Bang, et en général en science, quand on parle de théorie, c'est quelque chose qui est fortement établi. Vous voyez, en science, c'est quelque chose de fortement établi et qui va être étayé par des observations et un modèle très solide. Vous voyez, c'est pas une théorie fumeuse dans l'expression populaire. Donc le Big Bang, c'est pas quelque chose ou une idée de scientifique farfelu, c'est vraiment quelque chose qui est étayé. Hein. Et notamment, il repose sur 3 piliers observationnels. Et donc, quand on observe quelque chose, il y a de fortes chances que ça existe. Le premier pilier, c'est l'expansion du décalage en rouge des galaxies. Bon, ça, c'est l'effet Doppler en termes d'optique. On l'observe, cette expansion de l'univers. Donc, forcément, c'est une expansion. Je veux dire, il n'y a qu'une explication possible, c'est le Big Bang. Le fond diffus cosmologique, il va en la faveur également du Big Bang, et l'abondance des éléments chimiques légers. Parce que oui, ça je ne vous ai pas dit, mais l'univers, dans son ensemble, il est majoritairement composé d'hydrogène, de dihydrogène exactement. C'est l'élément le plus léger. Et bien, on ne peut pas se l'expliquer, sauf à imaginer justement le Big Bang, qui là, on explique comment il a pu apporter tous ces matériaux légers. Alors, histoire d'aller un peu plus loin, et on va essayer de faire la frise chronologique des événements qui ont conduit à la création de l'univers, il va falloir faire une petite parenthèse, et vous m'excuserez pour ça, une petite parenthèse de physique, parce que pour comprendre l'infiniment grand, on a besoin d'aborder l'infiniment petit. C'est comme ça. Alors, dans la physique, il y a 2 grandes familles de particules. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, mais on a les fermions, qui sont les particules qu'on connaît le plus, notamment les électrons, les protons, les neutrons, tout ça, c'est des fermions. Et on a les bosons. Les bosons qui sont ce qu'on appelle des vecteurs de force ou médiateurs. Le plus connu d'entre eux, c'est le photon. Le photon, qui est une particule qui se déplace à 300 000 km/s, qui est la particule qui se déplace le plus vite. Le photon est un boson.
Également, chaque particule possède généralement son antiparticule. Je dis généralement parce que ce n'est pas tout. Et on a ici le modèle standard. Le modèle standard, c'est sous cette belle formule ici, hein, qui semble assez simple, mais qui, si on la développe, peut remplir aisément les deux tableaux qui sont derrière moi une fois qu'ils sont dépliés. Mais cette belle formule permet de décrire ce modèle standard. Et ce modèle standard prédit qu'il existe toutes ces particules-là. Et c'est tellement précis que lors de l'établissement de ce modèle, par exemple, il y avait une particule qu'on n'avait jamais observée, qui s'appelle le boson de Higgs. Mais on était capable de dire, elle se trouve à peu près dans tel domaine d'énergie, elle sert à ça, voilà. On devrait la trouver. Et donc, en Suisse, il y a le grand collisionneur, le LHC. Ils ont fait des tests et on a découvert le boson de Higgs au LHC en 2012. Donc ce modèle standard, il marche vraiment bien. Maintenant, toutes les particules du modèle standard ont été découvertes et il marche super bien. Il est basé sur quoi? Sur le triptyque qu'une particule est associée à une force et associée à un médiateur. Vous savez, le fameux boson, qui sont des médiateurs, donc comme le photon par exemple. Donc en 2012, je vous ai dit, on a découvert le boson de Higgs. Le boson de Higgs, ce serait la particule qui donne la masse à toutes les particules en fait, qui existent dans le modèle standard. Toutes les particules du modèle standard, désormais, voilà, ont pu être observées expérimentalement. Donc c'est génial, hein, c'est un modèle qui marche vraiment super bien. D'ailleurs, il y a un peu une blague qui circule dans le milieu, c'est que les physiciens, ceux qui font de la physique des particules, ils n'ont qu'un souhait, en fait, c'est de trouver quelque chose qui ne marche pas dans leur modèle, parce que leur modèle marche super bien, et que des fois, ils aimeraient que ça marche un peu moins bien, pour rajouter du piment dans ce qu'ils font. Bien que, voilà, ça reste une blague, parce qu'ils s'ennuient quand même pas. Je vous avais dit donc juste avant, chaque particule est associée à une antiparticule. Alors ça, c'est assez marrant, effectivement. Mais par exemple, si on prend le cas d'un électron, eh bien, il va exister un anti-électron. L'électron est chargé négativement. L'anti-électron, qu'on appelle le positron, va être chargé, lui, positivement. C'est exactement la même particule, sauf que sa charge, elle change. Positron, électron. Alors, évidemment, on va retrouver le neutron, l'antineutron, neutron étant neutre. Voilà, il n'y aura pas de différence. Qu'est-ce qui se passe quand deux antiparticules se rencontrent? Ça fait un gros boom, splash, on dit qu'il y a une annihilation. En fait, ça se transforme en énergie. L'intégralité des particules est transformée en énergie. C'est d'ailleurs un des meilleurs moyens de convertir de l'énergie. Hein. Si on trouve le moyen de faire des moteurs à antimatière pour aller dans l'espace, c'est ce qui serait le plus efficace, hein, parce qu'on a la meilleure conversion. Et dans le cas où on fait collisionner un électron et un positron, on crée, donc vous voyez, deux photons. Également, le vide quantique, en fait, c'est pas vraiment un vide. Ça a été démontré par ce monsieur-là, je ne vais pas rentrer dans les détails, par David Casimir. Il y a une expérience ici, il a montré que dans le vide, dans ce qu'on pense être le vide, il y a sans arrêt création de particules et d'antiparticules qui vont tout de suite s'annihiler. Bon, voilà, ça c'est quelque chose qui existe, donc le vide n'existe pas vraiment, il y a toujours des petites fluctuations, un bruit résiduel quantique. Ensuite, tout à l'heure, je vous parlais de force, et là, je pense que vous en connaissez, on parle de force ou d'interaction, d'ailleurs interaction c'est un terme un peu plus propre. Les interactions élémentaires, vous en connaissez forcément une, voire deux. L'interaction gravitationnelle, hein, qui est la plus connue, l'interaction électromagnétique, et puis il existe également l'interaction forte et l'interaction faible. Très très courte portée, c'est-à-dire que si on se situe à plus de 10-15 mètres, elle n'a plus aucune influence, d'accord? Et ça correspond à la taille de noyau atomique. C'est elle qui va lier ensemble, par exemple, les quarks qu'on retrouve à l'intérieur des noyaux. Donc sans cette force forte, ça serait compliqué pour construire des noyaux d'atomes. Elle est 100 fois plus forte que la force électromagnétique, elle cimente les nucléons, donc les noyaux, n'agit que sur les particules massives, protons, neutrons, et elle est transportée par des bosons qui s'appellent des gluons. C'est joli, hein? Pourquoi des gluons? Parce que c'est comme de la glu, ça cimente nos noyaux. Ensuite, on descend dans les interactions, dans l'interaction électromagnétique. Alors celle-là, en fait, même si son nom, vous ne connaissez pas forcément, mais on la connaît, elle a une portée infinie, parce que c'est le photon. Sa particule nidatrice, c'est le photon. Donc le photon, quand on observe des galaxies, et là, on observe le résultat de l'interaction électromagnétique, en fait.
elle va agir seulement sur les particules chargées et elle est plus forte que la force gravitationnelle. Mais surtout, elle a une portée infinie. Le photon, il voyage indéfiniment, sauf s'il rentre en collision avec une autre particule. Mais un photon qui est dans l'espace vide, il voyage de façon indéfinie et vers l'infini et au-delà, comme dirait Buzz Lightyear. Ensuite, il y a l'interaction faible. Alors ça, on revient dans une interaction à courte portée. Elle est 100 000 fois plus faible que la force nucléaire forte. Et bon, c'est un peu plus compliqué, on ne rentre pas dans les détails de cela, mais elle est responsable de la radioactivité bêta. Voilà. Elle est transportée par des bosons lourds. C'était juste pour en parler, mais ce n'est pas la plus intéressante dans ce qu'on va voir aujourd'hui. Et enfin, l'interaction gravitationnelle. Alors celle-là, elle est toujours un petit peu à part des autres. Elle a également une portée infinie. Notamment, on voit, les galaxies sont liées en super amas de galaxies. Si elles sont liées en super amas de galaxies, c'est que fondamentalement, les galaxies s'attirent entre elles. Or, les galaxies, elles sont séparées de plusieurs milliers, voire des fois millions d'années-lumière. Et ben, l'interaction gravitationnelle, c'est là où elle marche le mieux, quelque part. Quand les objets sont gros et loin, ça marche plutôt pas mal. Mais elle reste pourtant 10,10 puissance 38 fois plus faible que l'interaction nucléaire forte. Mais bien sûr, elle est à portée infinie. Dominante pour les constructeurs de l'univers, et elle ne peut pas être neutralisée, parce qu'effectivement, la force électromagnétique, on peut la neutraliser. Hein. Quand on a un aimant, on met une grosse plaque assez épaisse, et l'aimant, il ne va plus agir, on ne va plus pouvoir attirer quelque chose. On peut la neutraliser. L'interaction gravitationnelle, j'ai beau mettre un sol en dessous de moi, la Terre, je suis toujours cloué dessus, heureusement. Le boson de la gravitation, ben, on ne le connaît pas en fait. Est-ce que ça serait ce qu'on appelle le graviton? C'est quelque chose qui n'a jamais été observé. Parce que cette force, cette interaction que je dis, est un peu particulière. Elle a du mal à s'insérer avec les autres. Alors, on verra ça tout à l'heure. Un petit récap des interactions. Ce qui est important surtout, c'est de voir un petit peu l'ordre de puissance et puis les portées. Voilà. On va rester là-dessus s'entendre, mais c'était histoire de savoir ce que sont ces forces. Parce qu'on arrive à la chronologie. Maintenant, on va pouvoir fabriquer cet univers. Et on a besoin d'un petit peu de savoir ce que sont ces forces. Donc vous voyez, il suffit de tirer sur la manette pour que l'univers s'étende. Alors voyons voir. La chronologie. Donc nous, aujourd'hui, on se trouve ici, dans un univers qui est grand. Comme je vous ai dit, un univers observable à peu près de 14 milliards d'années-lumière. Et on aimerait savoir ce qui s'est passé ici. Alors, quelles sont les idées reçues sur le Big Bang? Est-ce que le Big Bang ne représente... Alors, le Big Bang ne représente pas un instant initial. C'est vrai que tout à l'heure, je vous disais, à chaque fois quand je disais le début, j'aime bien dire qu'il y a des guillemets, parce que c'est pas tout à fait ça. C'est pas... Le Big Bang, c'est pas un instant initial. C'est en fait, quand on remonte le temps, c'est un état du passé qui est très très dense et très très chaud. Il est tellement dense et tellement chaud que ça fait un point, et donc avec une température infinie. Et c'est ce qu'on appelle en physique une singularité. Donc, ça pose des problèmes dans certaines théories, et c'est pour ça qu'il faut en trouver d'autres pour essayer de comprendre. Le Big Bang également, c'est pas quelque chose qui a eu lieu à un endroit, à un point de l'espace vide. Des fois, quand on regarde des émissions à la télé, on se représente le Big Bang comme une explosion. Ben non, c'est pas tout à fait ça. Ça a eu lieu partout dans l'univers. C'est des conditions physiques extrêmes qui régnaient partout dans l'univers. Le Big Bang a eu lieu dans tout l'univers. Donc il y a ici plein de diverses théories spéculatives sur l'origine de l'univers, avec tout de suite des univers cycliques, des multivers. Bon. Ça fait partie de théories qui valent ce qu'elles valent, mais c'est de toute façon invérifiable. Donc après, on peut effectivement monter plein de théories là-dessus. Alors, la chronologie de l'univers, eh bien, tout commence à un t égale 0 secondes, au moment du Big Bang, et jusqu'à 10 puissance moins 43 secondes. Vous voyez que c'est vraiment un temps infime. Et en fait, c'est ici ce qu'on appelle l'ère de Planck, et là-dessus, alors tout de suite, je vais calmer les ardeurs tout le monde, mais en fait, on ne sait rien du tout de ce moment-là. On pense que c'était comme ça, mais en fait, on est vraiment à un moment de l'univers où tout est
tellement chaud, tellement dense que nos équations, les équations du modèle, elles ne permettent pas pour l'instant de résoudre. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un moment de l'univers où toutes ces forces-là sont liées entre elles. Et pour l'instant, on n'arrive pas à les lier entre elles. On arrive à lier ces trois, mais celle-là, elle fait clairement... elle ne veut pas. Elle veut pas. Einstein, ça a été le combat de sa vie de faire une théorie du tout. Il n'y est pas arrivé. Et si on arrivait à faire cette théorie du tout, ça permettrait de comprendre ce début, justement. Donc voilà pourquoi une des quêtes de certains théoriciens, c'est de faire cette théorie du tout. On se déplace dans le temps, après les 10 moins 43 secondes jusqu'à 10 moins 36. Vous voyez, ça va pas vite. Hein. Je vous rassure, on accélère après, hein, parce que sinon ça va passer lentement. À ce moment-là, la gravitation va commencer à se séparer des autres forces qui sont toujours liées. Donc là, c'est cool, parce que ça, par contre, les théoriciens, ils arrivent à les rassembler. Donc là, on en connaît un peu mieux. On continue, on avance jusqu'à 10 moins 12 secondes. La température, elle est encore énorme. Elle est de l'ordre de 10 puissance 28 Kelvin. Donc autant vous dire qu'à cette température-là, on ne peut pas imaginer la matière telle qu'elle est actuellement. La matière ne peut pas exister telle qu'on la connaît là. Mais la température continue à refroidir. Et du coup, ça va permettre une chose quand même, c'est-à-dire la force forte de se séparer des autres. Vous voyez, hop, elles se séparent. Et il va rester la force faible et la force électromagnétique qui sont regroupées ensemble dans une interaction qu'on appelle l'interaction électrofaible. Mais donc, du coup, la force forte, elle se libère et elle va pouvoir s'exprimer. D'accord? Et donc, là, il se passe un truc un peu fou qui s'appelle l'inflation. Et avant d'expliquer ce que c'est l'inflation, il faut voir pourquoi on en est venu ici. Qu'est-ce qu'elles disent, ces observations? Quand on observe l'espace, tout à chacun, qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'univers il est relativement homogène, d'accord? Surtout aux très grandes échelles. Aux très grandes échelles, on a quelque chose d'homogène, distribué de façon homogène. Si je regarde, je suis dans l'hémisphère nord, je regarde le ciel et que je vais regarder la température résiduelle du ciel, je retrouve le rayonnement fossile à peu près à 3 Kelvin. Si je me mets dans l'hémisphère sud, que je regarde le ciel, donc je suis à un endroit normalement diamétralement opposé. La température va également être de 3 Kelvin. Et ça pose un problème. Parce que ça veut dire que ces régions ont dû être liées à une époque. Sinon, il n'y a aucune raison que deux endroits diamétralement opposés de l'univers aient une température identique. Je veux dire, il n'y aurait aucune raison pour ça. La seule raison possible, c'est que ces régions ont été liées à une époque. Elles sont parties d'un état identique. Et le problème, c'est que donc les équations, alors on continue sur les observations, les équations d'Einstein prévoient que l'univers, lui, il peut être courbé. D'accord. Ça, c'est plutôt pas mal. Et les observations tendent à montrer qu'il est plat. Ah merde. Donc c'est vrai, pourquoi l'univers il ne serait pas courbé? Et le fait que l'univers soit plat, c'est quand même une particularité assez bizarre. Je veux dire, la platitude, c'est une exception dans la nature. Donc pourquoi l'univers il est plat? Donc ça fait partie de choses qu'on observe et qui peuvent être bizarres. Et donc ce monsieur, Alan Guth, il a une idée de génie, clairement, qui s'appelle l'inflation. Et ça répond à toutes ces questions. Dans le cas de l'évolution de l'univers classique, on a ici l'univers, donc on est ici aujourd'hui, on remonte dans le temps, jusqu'à moins 15 milliards à peu près, moins 14 et des brouettes. Et on arrive ici. Le problème, c'est que si on regarde là, l'univers, il n'a pas le temps de rester, deux régions diamétralement opposées n'ont pas le temps de rester assez ensemble pour se thermaliser, pour donner de la température toutes ces régions de lumière. Ça ne serait pas possible. D'accord? Et donc, en fait, ce monsieur, il a eu une idée assez folle, c'est de se dire, eh bien, l'univers, en fait, il est resté un petit moment, petit, à se thermaliser, et d'un coup, il y a eu un rattrapage, un petit rattrapage d'expansion, qui s'appelle l'inflation. Et quand je dis un petit rattrapage, c'est juste quelque chose d'énorme, c'est-à-dire qu'on a une expansion très violente où la taille de l'univers est multipliée par un facteur 10 puissance 26, ce qui fait en volume 10 puissance 78. Honnêtement, on n'arrive pas à se représenter. Moi, je vois ce nombre-là, ça ne parle pas, mais c'est juste gigantesque. En gros, toute l'expansion de l'univers s'est passée à ce moment-là, en fait. C'est pendant l'inflation. Et ça, cette valeur-là, c'est juste la limite basse des modèles. D'accord? Donc ça peut être pire, en fait.
Depuis l'apparition des atomes vers l'âge de 300 000 ans, la taille du lumière observable n'a été multipliée que par un facteur 1000 en 13,7 milliards d'années. C'est ce que je vous dis, l'essentiel de l'expansion s'est produit pendant l'inflation. Donc, est-ce que l'inflation transgresse les lois de la relativité restreinte? Bah oui, effectivement, on peut se poser la question. Parce qu'on a un univers d'un coup qui s'étend, on imagine, on a une particule qui est dans un endroit, et d'un coup, elle se retrouve à un endroit qui fait que la lumière n'a plus même plus le temps de lui parvenir de l'autre endroit. Donc, est-ce qu'il y a eu une transgression de la relativité restreinte qui dit que rien ne doit aller plus vite que la vitesse de la lumière? D'accord? Alors là, il y a Will Coyote, qui est l'expert en gravitation, qui dit non. Parce qu'en fait, c'est l'espace lui-même qui va subir l'inflation. Il faut vraiment voir que l'univers, c'est une matrice dans laquelle on vit. On a du mal à se représenter, mais c'est lui qui est entré en expansion, mais qu'à l'intérieur, les lois de la physique ont tout à fait été préservées, et rien ne va plus vite que la lumière dans l'univers. Donc la distance entre deux particules augmente à un rythme très élevé du fait de l'expansion de l'espace, mais par rapport à l'espace lui-même comme point de référence, la vitesse des particules est toujours inférieure à celui de la lumière. Donc, ça marche, pas de problème. Ensuite, on va arriver à l'apparition de la matière. L'univers va amorcer une transition de phase après l'inflation. Une transition de phase, c'est quoi? C'est comme quand on met de l'eau au congélateur et qu'elle se transforme en glace. Il y a une transition de phase pour la faire passer de liquide à solide. Pour ça, il faut un apport d'énergie. Il y a une création constante de paires matière-antimatière, puis l'annihilation. Donc par exemple d'électrons, positrons, une création constante de ça. Et puis, c'est vrai qu'on peut se poser la question, alors ok, on part du vide quantique, il y a sans arrêt une création matière-antimatière, matière-antimatière, mais alors du coup, ça aurait beau durer 15 milliards d'années, s'il y a toujours création matière-antimatière, au final, on n'a rien, on a du vide. Pourquoi nous, on vit dans un univers, il n'y a que de la matière? Et heureusement, parce que j'aurais de l'antimatière ici, il n'y aurait plus d'amphi. Donc, pourquoi nous, il n'y a que de la matière là? Et bien ça, c'est une des questions un peu des physiciens qui appellent ça la brisure de symétrie. Il y a un moment, la matière, elle a gagné. Il y avait un petit plus de matière, il suffit d'une seule particule de matière en plus pour provoquer cette symétrie, pour faire qu'en sorte, la matière, elle a gagné. C'est ce qui s'est passé, et ça, c'est aussi un sujet d'actualité des scientifiques, essayer de comprendre ces brisures de symétrie. Il y a plusieurs théories qui expliquent, mais bon, je ne pense pas qu'il y ait de consensus encore sur ce sujet. Donc, on est toujours dans l'apparition de la matière, on se situe à un temps de 10-12 secondes et une température de 10 puissance 15. Donc, pareil, c'est énorme, hein, à savoir que les températures sur le Soleil, on est plus de l'ordre des 5-6 000 K. 5-6 000 contre 10 puissance 15, donc vous voyez qu'on n'est pas dans les mêmes échelles. Mais on a une expansion maintenant qui est semblable à celle d'aujourd'hui. Donc l'univers a eu son inflation, et surtout, toutes les 4 interactions sont séparées, et donc en fait on se retrouve dans un univers qui a une physique qui est comme la nôtre aujourd'hui. Alors après, on arrive à reproduire dans les accélérateurs particules, on arrive à reproduire des moments de l'univers qui sont avant cette période, évidemment, mais là, voilà, on se retrouve avec les 4 interactions séparées. On va arriver dans une ère qui s'appelle l'ère hadronique, le nom importe peu. On va de 10-12 à 10-4 secondes, la température continue de diminuer. Donc, comme elle diminue, et bien, ça va permettre, en fait, l'interaction forte va pouvoir maintenant confiner les quarks. Confiner, c'est-à-dire que les quarks vont se lier entre eux, et on va pouvoir avoir apparition de nouvelles particules. D'accord? Création donc, de ce qu'on appelle des hadrons, type de particules, baryons également. Les baryons, c'est un type de particules, par exemple le proton, c'est un baryon, hein, le proton, c'est le noyau des atomes, en fait, et dans lequel il y a 3 quarks. Et donc, grâce au fait que la température diminue, les quarks ont pu se créer ensemble, et bien, les noyaux des atomes ont pu se créer. Donc voilà, on est à une époque où les noyaux de particules vont enfin pouvoir exister. Mais, comme d'hab, ils sont toujours créés, annihilés. Mais encore une fois, il y a un petit déséquilibre pour la matière et elle gagne sur l'antimatière.
La température continue de diminuer, encore et encore. Les photons n'ont plus assez d'énergie pour créer des baryons. Disparition voilà, des antineutrons et antiprotons pour laisser la place pour la version des matières. Et on passe à une étape où maintenant la température est assez basse pour passer à la création des électrons, qui demandent moins d'énergie. Les électrons sont des particules plus petites, elles demandent moins d'énergie que des particules plus grosses. Et on arrive à l'ère leptonique, donc là, la création d'électrons, comme les électrons par exemple. Et donc vous voyez que le temps, en échelle de temps, on arrive à la première seconde de l'univers. Donc en une seconde de l'univers, eh bien, on était en train de créer des électrons. Et les électrons, bah, c'est important, hein, parce que préalablement, on a créé le noyau de l'atome, mais on a besoin des électrons pour faire les atomes. Donc les électrons sont créés ici. Par contre, l'univers est dominé par les réactions de production et d'émission de paires électrons, anti-électrons. Donc comme d'habitude, le côté électron va gagner voilà, grâce à cette asymétrie matière-antimatière. Maintenant, on accélère un petit peu. On arrive à la nucléosynthèse primordiale, c'est-à-dire qu'on est dans une seconde jusqu'à 3 minutes. Et là, c'est quelque chose de très important. On a une disparition d'un grand nombre d'électrons, mais on a l'univers qui est dominé quand même par les photons. C'est-à-dire qu'on a des photons qui sont de partout dans l'univers. Mais il y a des collisions de partout, on est dans un univers qui est opaque. Par contre, la température, elle continue de diminuer. Elle continue toujours et elle va descendre sous le milliard de degrés. À ce moment-là, les photons vont devenir trop peu énergétiques pour casser les liaisons internes des noyaux qui sont en train de se former. Et donc, ça va pouvoir permettre bien, de pouvoir constituer vraiment les noyaux à ce moment-là, lors de la nucléosynthèse. C'est vrai que j'ai anticipé tout à l'heure avec les protons, mais les noyaux sont créés vraiment à ce moment-là parce que la température a bien diminué. Donc, création des noyaux légers, tels que l'hydrogène, je vous en parlais tout à l'heure. On se posait la question, pourquoi l'univers est rempli surtout de matériaux légers? Et bien, la réponse, c'est nucléosynthèse. Protons et électrons sont libres, les atomes ne peuvent toujours pas exister par contre, et les photons ont des durées de vie très courtes. L'univers, il est opaque. Parce que, faut imaginer qu'à l'époque, pourquoi la durée de vie d'un photon est courte? Parce qu'il y a plein de collisions. Un photon, il ne peut pas évoluer librement, en fait. Donc, si le photon ne peut pas évoluer librement, c'est comme dans le brouillard, c'est opaque. On ne voit pas ce qui se passe et on a un univers qui est opaque. On s'approche, on continue un petit saut dans le temps, on est à plus de 380 000 ans, et là on est dans l'âge qui s'appelle la recombinaison. Et là c'est assez intéressant, on a une température qui est de 3000 K, qui correspond à la liaison des électrons-protons qui devient possible. Création des premiers atomes stables, l'hydrogène, l'hélium, le lithium, et enfin, plus d'obstacles pour les photons. L'univers d'un coup devient transparent. Et là, vous vous souvenez, l'univers, la première photo de l'univers, ce que c'était? Eh bien ça correspond à la photo de l'univers tel qu'il était quand il avait 380 000 ans. Et donc il est impossible d'avoir des images de l'univers avant parce qu'il était opaque. C'est comme vouloir essayer de prendre en photo le Golden Bridge à San Francisco quand il y a du brouillard tout autour. Ça sert à rien. Là c'est pareil pour l'univers. Et donc, de nos jours, l'expansion continue, de 380 000 ans à 400 millions d'années. C'est ce qu'on appelle l'âge sombre, parce que les photons, ils sont partis, il n'y avait par contre pas d'étoiles, il n'y avait rien. Donc, début de l'âge sombre, justement à l'image des premières étoiles. Début de la formation des grandes structures, comme les galaxies, et de 400 millions à 1 milliard d'années, on a la rionisation, qui est en fait qu'un grand nombre d'atomes qui existent dans l'univers ont été ionisés par le rayonnement intense des premières étoiles. Donc les premières étoiles se sont allumées, elles ont produit des photons très énergétiques, ça devait être des beaux bébés quand même à l'époque, et qui vont aller exciter des nuages moléculaires, des nuages d'atomes qu'on trouve à l'époque, et en apportant de l'énergie, ça va faire ce qu'on appelle une réionisation, et un petit peu par effet de cascade, ça va allumer un petit peu, ça va bouger un petit peu l'univers. On arrive aujourd'hui à un univers qui est peu dense et froid. La température résiduelle qui est de 3 Kelvin. Un univers qui apparaît toujours en expansion, et voire même en expansion accélérée. Alors ça, c'est la petite blague des dernières années, des dernières décennies. En affinant l'observation sur les galaxies qui s'éloignent et tout, et bien on s'est rendu compte que non seulement plus les galaxies sont loin, plus
elles s'éloignent rapidement, mais également que cette expansion, elle s'accélère en fait. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez surprenant, qui a valu le prix Nobel en 2011, et qui a introduit ce qu'on appelle l'énergie sombre. Je vous ai montré tout à l'heure dans le diagramme, hein, c'est dans le modèle. Et ça se comporterait comme une force de gravitation, mais répulsive. Voilà. Et c'est là où c'est le retour en force de la fameuse constante cosmologique de Einstein, qu'il avait introduit pour dire non, mon univers il est stationnaire, j'ai celle-là. Bah, pas de bol en fait. Et maintenant, elle est utilisée cette constante pour non seulement dire qu'il n'est pas stationnaire, mais qu'en plus de ça, il est en expansion et accéléré. Voilà. Donc, elle est utilisée, mais pas du tout ce pourquoi elle devait être utilisée. Également, pour revenir sur quelque chose, tout à l'heure je disais que l'univers qu'on observait, il était plein, et c'est vrai que je ne l'ai pas expliqué, mais l'inflation explique pourquoi l'univers est plein. Imaginez que vous prenez un ballon de baudruche, vous le gonflez à peine, si vous le regardez, il est bien courbe. Maintenant, votre ballon de baudruche, on part du principe qu'il ne va pas exploser, hein, qu'il est très souple. Si vous le soufflez d'un coup très très fort, et ben à un moment, vous allez avoir l'impression que votre ballon de baudruche est plat. Et en fait, l'univers serait plat tout simplement parce qu'il a été étendu d'un coup, de façon brutale, et que du coup, bah, de ce qu'on voit de l'univers, on voit un univers plat. Voilà. Donc l'explication de pourquoi l'univers est plat. Et maintenant, je vais répondre aussi à la question pourquoi le ciel est noir. Alors, si on suppose donc l'univers contenant une infinité d'étoiles qui sont donc uniformément réparties, on va aboutir à un ciel qui serait très brillant. Mais la réponse à ce paradoxe, c'est que l'âge de l'univers, il est fini. Donc la lumière de la plupart des étoiles, en fait, n'a pas eu le temps de nous parvenir. D'accord ? Parce que c'est vrai qu'il ne faut pas seulement raisonner en termes d'espace, mais bien raisonner en termes d'espace-temps. Et puis en fait, le ciel, si on veut être pointilleux, le ciel il est loin d'être noir. Si on l'observe justement en micro-ondes, il nous a été montré que le ciel il est très brillant. Il est très brillant, sauf que ce ciel-là il est très brillant, mais il s'est refroidi. De même que si on observait, quand on fait chauffer, quand les forgerons font chauffer du fer, hein, vous voyez le fer au début il est très brillant, et puis plus il va refroidir, plus il va perdre en luminosité, jusqu'à ce qu'on voit du fer comme ça. Mais si moi je sors une caméra infrarouge, que je prends une photo de ce fer, je peux vous dire qu'il va être très brillant. Ben là c'est le même principe pour l'univers en fait. Il suffit de regarder dans la bonne longueur d'onde pour voir que le ciel en réalité est très brillant. Voilà. Et ce qui est marrant, petite anecdote un petit peu sympa, c'est que ce paradoxe avait été résolu par un grand non pas un scientifique, par Edgar Allan Poe en 1848, qui avait compris les choses, donc la littérature bien pensée mène à la science. Si la succession des étoiles était illimitée, l'arrière-plan du ciel nous offrirait une luminosité uniforme, comme celle déployée par la galaxie, puisqu'il n'y aurait absolument aucun point dans tout cet arrière-plan où n'exista une étoile. Donc, dans de telles conditions, la seule manière de rendre compte des vies que trouvent nos télescopes dans toutes les directions est de supposer cet arrière-plan invisible, placé à une distance si prodigieuse qu'aucun rayon n'ait jamais pu parvenir jusqu'à nous. Et c'est de 1848. C'est quand même plutôt pas mal et ça ne vient pas d'un scientifique. Voilà. Alors, la question que tout le monde se pose, ouais, d'accord, mais alors, si le Big Bang, c'est pas le début, il y avait quoi avant le Big Bang? C'est vrai? Le temps, en fait, a été créé en même temps que le Big Bang. Si on part du modèle de la théorie de la relativité générale, qui est pour l'instant la seule qui vraiment explique l'univers, c'est par elle qu'on sait qu'il y a un Big Bang. Le problème, c'est que quand on remonte le temps, on arrive à une singularité, et qui fait qu'à ce moment-là, le temps est créé en même temps. Et donc, la notion de avant le Big Bang, en tout cas dans le modèle de la gravitation d'Einstein, n'a pas de sens. Du coup, c'est là qu'il y a la nécessité de trouver de nouvelles théories, de nouveaux modèles de théorie du tout. Et là, vous avez forcément entendu parler de ce genre de théorie, notamment la théorie des cordes, qui est une théorie qui pourrait expliquer ça. La gravité quantique à bout, qui est une autre théorie aussi très en vogue et qui cherche à expliquer ça. Je ne sais pas où j'en suis en termes de temps. Ça va? Oh, ça va là. La théorie des cordes, eh bien, en gros, qu'est-ce que ça dit? Ça dit qu'une particule, on l'associe à une corde. Chaque particule, c'est comme une corde.
Et c'est sa vibration qui va définir le type de particule. D'accord? Et bien quand on applique cette théorie, on applique singularité. Donc c'est génial, on est capable de remonter le temps et d'expliquer des choses. Par contre, cette théorie, elle a le petit fâcheux détail d'introduire 10 dimensions pour marcher. Or, nous, on en connaît 4. Et encore, la quatrième, des fois, on a du mal à l'intégrer, hein, que le temps fait partie de l'espace-temps. Mais voilà, donc cette théorie nécessite 10 dimensions. Introduction aussi d'une nouvelle théorie pour les particules, qui est la supersymétrie, mais qui pourrait être vérifiée au LHC. Voilà. Le problème aussi de cette théorie des cordes, c'est qu'on peut fabriquer jusqu'à 10 puissance 100 théories des cordes différentes, en fait, si on change les paramètres initiaux. Donc, bon, c'est pas évident. C'est la porte ouverte un petit peu, des fois, à tout et n'importe quoi, hein, ce qu'on peut lire dans la presse, on va dire vulgarisatrice. C'est également là, voilà, qu'avec ces théories, on peut introduire les multivers, introduire plein de choses, des fois qui sont farfelues, mais qui pourraient tout à fait être possibles, mais invérifiables. La gravité quantique à boucle, ça c'en est une autre. Alors là, cette fois-ci, on va quantifier l'espace-temps. Et vous savez que dans la physique, et notamment avec la conférence de Hans qui parlait de la mécanique quantique, on a quantifié plein de choses. Hein. La physique du petit, elle est quantifiée. C'est-à-dire que quand on a un atome, il y a des électrons, entre guillemets, autour du noyau, et qui peuvent prendre que des niveaux très précis d'énergie. Ils ne peuvent pas se situer entre ces niveaux d'énergie. On a quantifié cette physique du petit, la mécanique quantique. Et notamment, on a quantifié aussi les particules, ce qui fait qu'un quantum d'énergie, le photon, c'est un quantum d'énergie. Et bien si on applique ça à l'espace-temps, on va essayer de le quantifier, d'introduire une quantification. Et bien, les scientifiques ont créé un nouveau modèle qui s'appelle gravité quantique à boucle. Possibilité d'être détecté avec des événements de haute énergie, donc pareil, dans des collisionneurs. Si on reprend le spectre tout à l'heure de puissance que j'ai montré, alors vous voyez que si on utilise la cosmologie classique, de ce côté gauche, bien sûr là où il y a les plus grandes incertitudes de mesure, hein, eh bien on a quelque chose qui pourrait être ici, alors que la cosmologie quantique à boucle, elle prévoit quelque chose d'un peu plus bas. Bon, ok, vu les barres d'erreur qu'on a pour l'instant, on ne peut pas résoudre ça, donc il faut affiner les mesures. C'est loin d'être simple. Quel avenir pour notre univers? Alors, on connaît son passé, maintenant on peut légitimement se poser la question, quel avenir pour l'univers? Eh bien ça dépend de sa forme à l'univers. S'il est courbure positive, type sphérique, courbure négative, celle de cheval, ou courbure nulle, espace plan, il n'aura pas le même destin. On peut imaginer plusieurs destinées, donc il y avait le Big Crunch, passé un temps qui faisait bien parler, mais les scientifiques savent que ça finira très probablement pas comme ça. C'est-à-dire que l'expansion, au lieu d'accélérer, elle aurait ralenti, et que, sachant que la gravitation domine à grande distance, tout serait redevenu très proche. On aurait fait un Big Bang inverse, et qui se serait appelé le Big Crunch. On a aussi une autre variante qui s'appelle le Big Rip. Alors là, on est dans le principe où on a l'expansion qui est toujours en accéléré et que plus l'univers est en expansion, plus l'âge avance et plus cette accélération va être grande. À tel point que ça va aller jusqu'à déchirer, donc RIP en anglais qui veut dire déchirer, jusqu'à déchirer l'espace-temps et la moindre particule. Voilà. C'est pas joyeux, ça va, mais donc l'univers finirait